Eh bien, chers adhérents, chers amis de toute la France et même de l'étranger, puisque nous avons des amis connectés de Suisse et du Canada, bienvenue à cette visioconférence organisée par l'Amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest. Notre association est extrêmement heureuse de recevoir ici ce soir le professeur Carole Liancourt, professeur émérite à l'université Paul Valéry de Montpellier, spécialiste de l'histoire des Juifs, spécialement des Juifs de Roumanie, auteur de très nombreux ouvrages que je ne vais pas énumérer ici, je n'en aurai pas le temps. J'en citerai tout de même deux. Le dernier de ces ouvrages, qui s'intitule « Les mythes fondateurs de l'antisémitisme de l'Antiquité à nos jours », une remarquable synthèse que Carole nous avait présentée à l'Amitié judéo-chrétienne il y a 2 ans. Et puis, je citerai également une biographie consacrée à l'ancien grand rabbin de Roumanie, Alexandre Safran. Et je salue ici, ce soir, la présence du professeur Avinoam Safran, qui est le fils précisément du grand rabbin Alexandre Safran. Le thème de la conférence de ce soir, Jules Isaac au temps de l'affaire Dreyfus. Si j'ai invité Carole Liancourt à traiter ce sujet ce soir, c'est pour 3 raisons. La première, la plus évidente, c'est que Jules Isaac, vous le savez sans doute, est le fondateur de l'Amitié judéo-chrétienne de France en 1948, 3 ans donc après l'extermination des Juifs d'Europe, et cette création en est directement la conséquence. Il est donc normal que nous revenions régulièrement sur l'histoire de notre fondateur pour savoir dans quelles circonstances il a fondé notre association. Une association, il faut bien le dire, fort peu connue du grand public et dommageablement peu connue du grand public au regard de l'influence considérable qu'elle a eue sur la modification du regard du monde chrétien sur le judaïsme. Si nous avons invité Carole Liancourt, c'est pour une deuxième raison. Cette partie de l'histoire de Jules Isaac, sa jeunesse en quelque sorte, elle est très peu connue. Et pourtant, je pense que Carole va nous montrer quelles ont été déterminantes ces années de jeunesse pour son œuvre de maturité et que ces années de jeunesse expliquent en particulier le nom de notre association et les valeurs défendues par notre association. Enfin, si nous avons invité Carole Liancourt, c'est pour une troisième raison. Carole Liancourt est un fin connaisseur de Jules Isaac, et je dirais même, au sein de l'université française, un de ses meilleurs connaisseurs. Pourquoi ? Eh bien, Jules Isaac est mort en 1963. Cela fait donc pratiquement 50 ans. Et au lendemain de sa disparition, une association s'est créée intitulée « Les Amis de Jules Isaac ». Et Carole Liancourt a été, durant 20 ans, des années 80 aux années 2000, précisément le secrétaire général des Amis de Jules Isaac. C'est dire qu'en occupant cette fonction, il a eu accès à ses archives, il a connu les enfants de Jules Isaac, et en particulier son fils Jean-Claude, et il a beaucoup œuvré pour que le souvenir de Jules Isaac ne sombre pas dans l'histoire. Parallèlement à ses fonctions universitaires, à sa fonction de secrétaire général de l'Association des Amis de Jules Isaac, il a fondé à Montpellier, la ville où il réside et où il enseigne, une section de l'Amitié judéo-chrétienne de France, à laquelle il a donné le nom précisément de section Jules Isaac. C'est dire donc que Carole Liancourt est largement et depuis des années engagé dans le dialogue judéo-chrétien, et en tant qu'historien, il mesure mieux qu'un autre la rupture civilisationnelle qu'a constituée cette mutation des relations entre le judaïsme et le christianisme. Eh bien, Carole, vous avez la parole, vous allez nous dire en quoi, de votre point de vue, ces années de jeunesse de Jules Isaac, au temps de l'affaire Dreyfus, ont été décisives pour ce qui va être l'œuvre de sa vie,
à savoir entamer le dialogue avec le monde chrétien pour lui faire prendre conscience de ses racines juives et en même temps lui faire prendre conscience qu'il est impossible pour un chrétien d'être antisémite. Carole, je ferme mon micro et vous ouvrez le vôtre. Tout le monde m'entend? C'est bien. Mesdames et messieurs, je souhaite d'abord remercier Madame le professeur Maude Blanc-Raimovici, présidente de l'Amitié judéo-chrétienne Paris-Ouest, d'avoir bien voulu m'inviter pour vous parler de Jules Isaac, un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui m'est proche, car ainsi qu'il a été mentionné, je fus le secrétaire général de l'Association des Amis de Jules Isaac pendant 2 décennies, période pendant laquelle plusieurs actions ont été menées à bien pour la mémoire du célèbre historien. Parmi ces actions, je souhaite rappeler la plus importante, la transmission de l'ensemble des archives de Jules Isaac à la ville d'Aix-en-Provence grâce à la clairvoyance de son fils cadet Jean-Claude Jeannet par l'intermédiaire de notre association. Le regretté président André Martel s'était alors investi dans un lourd et nécessaire travail administratif et juridique avec les services d'un notaire dans la préparation et la rédaction de la convention concernant ce legs. J'ai eu déjà l'honneur et le plaisir de parler devant l'Amitié judéo-chrétienne Paris-Ouest et il m'est agréable de rappeler une conférence consacrée au regretté Alexandre Safran, ancien grand rabbin de Roumanie et grand rabbin de Genève, qui a joué un rôle éminent dans le nécessaire dialogue judéo-chrétien à laquelle participa son fils Avinoam Safran, professeur dans les universités de Genève et de Paris, éminent médecin spécialiste neuro-ophtalmologue reconnu sur le plan international. Et si j'évoque cette conférence, c'est aussi pour souligner qu'Alexandre Safran a fait la connaissance de Jules Isaac à la conférence de Silsberg en 1947 et nous a laissé sur lui un précieux témoignage. C'est Madame le professeur Maude Blanc-Raimovici, autrice d'un émouvant essai, le dernier cours d'histoire, qui m'a suggéré le thème de la conférence de ce soir, Jules Isaac, au temps de l'affaire Dreyfus. Et pour l'appréhender, il me paraît nécessaire de retracer son itinéraire, en faisant ressortir dans un premier temps la destinée d'un homme dont la vie fut marquée par des engagements. Déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, en me limitant de citer seulement, vu le temps imparti, les grands moments de son cheminement exemplaire après la Shoah, représentés par ses différentes prises de position et publications. Donc, dans un premier temps, je vais parler de Jules Isaac et donc de une vie d'engagement au service de la vérité et de la justice. Jules Isaac, pour ceux qui ne le sauraient pas, il est né le 18 novembre 1877 dans la ville de Rennes, tout à fait par hasard, car son père officier se trouvait en garnison dans cette ville. Mais effectivement, en réalité, c'est un homme de l'Est. Sa mère est née à Strasbourg, son père à Metz, tous deux des juifs ashkénazes. Orphelin à l'âge de 13 ans, les deux parents sont décédés dans la même semaine. Sa jeunesse a été marquée par la rencontre avec le futur poète Charles Péguy à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Après des études brillantes à la Sorbonne, Isaac devient professeur d'histoire et de géographie en 1902, année où il épouse Laure Ettenhausen et enseigne de 1902 à 1905 au lycée de Nice et de Sens, puis de 1907 à 1910 à Saint-Étienne, où il s'investit aussi dans la chronique de politique étrangère de la loi républicaine.
En 1909-1910, il y a publié pas moins de 64 articles où il privilégie trois thèmes: les relations avec l'Allemagne, le monde colonial et les questions religieuses concernant l'intolérance. Après Saint-Étienne, il est muté à sa demande au lycée Ampère de Lyon, où il reste jusqu'en juillet 1914, lorsqu'il fut nommé professeur à Paris, au collège Rollin, mais un mois plus tard, comme tout le monde le sait, il fut mobilisé et dut combattre 3 ans dans les tranchées comme simple soldat. Blessé à Verdun, il reçut la croix de guerre. Après la fin de la guerre, toute sa carrière se déroula dans l'enseignement secondaire. Il enseigna au lycée Saint-Louis de la capitale à partir de 1920. Il devient inspecteur général en 1936 et président du jury d'agrégation en 1939. Conjointement à ses activités pédagogiques, Jules Isaac est l'auteur d'un nouveau cours d'histoire publié par la librairie Hachette entre 1923 et 1930. Il s'agit de la célèbre collection Mallet-Isaac. Euh, Mallet, malheureusement, il est mort à la gloire de la Première Guerre mondiale et par la suite, c'est Jules Isaac qui a dirigé donc cette collection avec d'autres collègues. Il s'agit des manuels auxquels collaborèrent en effet plusieurs autres enseignants et qui se caractérisent par une abondante illustration commentée, chose nouvelle pour l'époque. Un choix pertinent de documents où l'accent est mis sur la formation de l'esprit critique de l'élève, la volonté passionnée d'objectivité et de vérité qu'il a introduite dans les manuels d'histoire destinés au lycée de France et dans son travail pédagogique, il a étendu à l'étude de la Première Guerre mondiale. Son expérience personnelle de cette guerre l'incita, suivant l'exemple de son maître Thucydide, à étudier les origines de cette catastrophe. 2 livres marquent cette recherche. Joffre et Lanrezac, étude critique des témoignages sur le rôle de la 5e armée, ou en mois d'août 1914, publié en 1922, et un débat historique, 1914, le problème des origines de la guerre, publié en 1933. Dans le premier, Jules Isaac rend justice à Lanrezac, qui avait été limogé injustement par Joffre en août 1914 pour faute qu'il n'avait pas commise. Dans le second, il constate un partage inégal des responsabilités dans le déclenchement des hostilités. Pour lui, une répartition plus équilibrée des responsabilités devrait favoriser la réconciliation entre les belligérants, la réconciliation nécessaire entre la France et l'Allemagne pour la paix en Europe et dans le monde. Il fut le précurseur de la méthode de 2 points de vue, comme l'a démontré récemment l'historien allemand Rainer Riemenschneider. Engagé dans la lutte pour la paix, il anima plusieurs réunions de professeurs allemands et italiens afin d'obtenir que soient supprimés dans les manuels d'enseignement les germes de la haine. Jules Isaac fit partie de la délégation française avec d'autres personnalités comme Georges Pagès, Pierre Renouvin, Paul Mantoux, qui participa aux entretiens avec les historiens allemands reproduits dans le volume Problèmes franco-allemands d'après-guerre, publié en 1932. Nous y trouvons son projet d'un pacte de Locarno moral proposé en 1932. Nous y trouvons donc, il s'agit d'un pacte qui effectivement visait une meilleure connaissance
et assurer les frontières qui, effectivement, ont été celles d'après la Première Guerre mondiale. 3 ans plus tard, en 1935, il fait paraître aux éditions Rider Paradoxe sur la science homicide et autres hérésies. Attention au titre, Paradoxe sur la science homicide et autres hérésies. Un livre que les nazis mettront au pilon, comme le précédent, après l'invasion de la France. Dans cet ouvrage, qui reprend un article prémonitoire publié en 1922 dans la Revue de Paris, sous le titre Paradoxe de la science homicide, il analyse les rapports entre technique, science, histoire et conditions humaines. Et il prévoit, et il faut souligner, il fut l'un des premiers à avoir eu cette intuition, l'explosion de la bombe atomique et de ses conséquences. Poussé toujours par le souci d'objectivité et de justice, l'historien doit garder sa totale indépendance face au pouvoir. Julizac renonce à la proposition d'une thèse en Sorbonne sur l'évolution de la politique extérieure de la France sous le ministère Poincaré. Dans une lettre du 1er mars 1935, adressée aux doyens de cette institution, tout en remerciant la faculté d'avoir accepté son sujet, sous réserve que le nom de Poincaré ne figure pas dans le titre, Isaac n'accepte point la réserve imposée. Je cite, « Si par convenance la faculté m'interdit de faire figurer le nom de Poincaré par raison de convenance, également, la faculté pourra me demander ne pas mettre en pleine lumière dans le corps de l'ouvrage le rôle personnel de Poincaré. Cette première atteinte à la liberté du travail en entraînera logiquement d'autres qui seraient plus graves. » Le 3 octobre 1940, le régime de Vichy, dévançant les exigences du vainqueur, promulgue un premier statut anti-juif. Bien qu'ancien combattant blessé à Verdun, il est mis à la retraite d'office le 20 décembre de la même année, un jour après avoir été contraint de cesser ses fonctions d'inspecteur général de l'instruction publique. Réfugié avec sa famille à Aix-en-Provence, grâce à l'aide de son vieil ami le doyen Bourrilly, il réagit d'abord face à ce régime issu de la défaite, face à ce régime qui érigea l'antisémitisme en doctrine officielle, en écrivant Les oligarques, essai d'histoire partiale, livre paru seulement en 1945, sur la chute d'Athènes, en fait un hymne admirable à la France libre. Il y constate une analogie étonnante entre l'Athènes vaincue en 404 avant Jésus-Christ et la France de 1940. Les tyrans qui ont trahi Athènes pour Sparte rappellent les oligarques contemporains, dont le maintien des privilèges est plus important que l'indépendance du pays. Ce cri contre l'humiliation de la patrie date de 1942, mais à l'époque, il ne peut le faire entendre et ce livre paraîtra seulement en 1945 aux éditions de Minuit sous le pseudonyme de Junius. Avec l'occupation de la zone libre par l'armée nazie en automne 1942, le couple Isaac est obligé à quitter le refuge provençal et à chercher à se cacher dans la région protestante des Cévennes.
grâce à un dernier texte écrit par Jules Isaac, que j'ai découvert et publié, texte intitulé 1943, Les Heures Noires, expérience 4. Il s'agit vraiment du dernier texte de la main de Jules Isaac. À la fin, à un moment donné, Jules Isaac, en écrivant ce texte, il est tombé et il est décédé. Donc, les Heures Noires, expérience 4, donc ces choses nous sont connues les circonstances exactes du terrible malheur qui l'a frappé en automne 1943. Lorsque sa fille, son gendre et l'un de ses fils, devenus après la guerre artiste peintre sous le pseudonyme Jean-Claude Jeannet, furent arrêtés par la Gestapo et comment par un heureux hasard, il se trouvait alors chez le coiffeur, il en échappa. Grâce à des amis, il put se cacher jusqu'à la fin de la guerre et rédiger, dans les conditions difficiles de la clandestinité, son œuvre maîtresse, Jésus et Israël. En 1945, Jules Isaac est réintégré dans l'enseignement comme inspecteur général honoraire et établi à Aix-en-Provence, il s'implique pleinement dans le dialogue judéo-chrétien dans la dernière période de sa vie, dès la fin de la guerre et jusqu'à son décès en 1963. Selon sa volonté, il eut des obsèques religieuses qui eurent lieu le 10 décembre 1963 au cimetière de Montparnasse, Paris, et c'est le rabbin André Zaoui qui prononça le Kaddish, les prières rituelles et qui tint un émouvant discours. La rencontre avec Peggy. Il est important de souligner que le combat de Jules Isaac contre la plus longue haine de l'histoire, qui est l'antisémitisme, ne fut pas la conséquence des persécutions infligées par le régime de Vichy et de l'anéantissement d'une partie de sa famille pendant la Shoah. En effet, c'est très tôt, à la fin du XIXe siècle, à l'époque de l'affaire Dreyfus, que Jules Isaac fait la connaissance avec l'antisémitisme. Et c'est grâce à Peggy qu'il s'impliqua dans la défense du capitaine Dreyfus. Quand et dans quelles circonstances a-t-il connu Charles Peggy? Il le dit lui-même dans un livre de souvenirs portant le beau titre Expérience de ma vie, Peggy. Interne au lycée Lacanal dans l'année scolaire 1891-92, et c'est là qu'il a perçu pour la première fois, et voici ce que écrit Jules Isaac. Je l'ai beaucoup regardé, longuement observé, à mon insu peut-être. Preuve qu'il avait en lui je ne sais quoi de frappant, même pour l'enfant que j'étais, et moins par sa réputation de cagneux hors série que par cette force contenue qui émanait de tout son être et en imposait à tous. Ces souvenirs visuels sont donc les seuls que je puisse évoquer. Souvenirs de récréation, Peggy jouant à la longue pomme, c'était un sport de balle frappée, alors jeu préféré des grands. Peggy jouant plus rarement au rugby. À Orléans, il avait pratiqué le jeu du ballon rond, le football. Mais la vraie rencontre a eu lieu plus tard, en mai 1897, lorsque Isaac, après avoir obtenu le baccalauréat au lycée Lacanal en 1894-1895, préparé au lycée Henri IV, où il y eut comme professeur Henri Bergson le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il avait déjà tenté une première fois l'année précédente au lycée Lacanal.
Lors de cette rencontre, Peggy lui propose de l'accompagner dans son action de lutte pour la justice sociale par le biais de la publication d'un journal propre, entre guillemets, d'un journal vrai, entre guillemets, socialistement socialiste, en acquittant une cotisation mensuelle. Cette rencontre où Isaac donna son accord est ainsi décrite dans son livre de souvenirs. L'accord fut scellé, l'engagement pris par moi. Je revois comme si c'était hier l'endroit précis où, avant de nous séparer, je dis à Peggy, avec la conviction totale qui m'animait, tu peux compter sur moi. C'était à la sortie du Luxembourg face au Vieil Odéon, à l'angle de la rue Vaugirard et de la rue Rotrou. J'étais en effet de ceux qui prennent au sérieux un tel engagement. Dois-je m'en excuser? De ce jour, de cette heure, ma vie fut changée. Ce fut comme si j'avais reçu un sacrement. C'est peu de dire que je m'astreignis dès lors et pour longtemps au paiement de cotisations mensuelles, non sans que mon très maigre budget de boursier d'État en fût lourdement grévé. L'impératif de probité spirituelle et de justice sociale qu'à mes yeux Peggy incarnait et qui devait exprimer si noblement les premiers cahiers de la quinzaine, réalisation du journal propre, du journal vrai. Cet impératif devint le mien. Il s'incrusta en moi avec une telle force, à une telle profondeur qu'aujourd'hui encore, à la veille de mes 80 ans, il y demeure, vivant, vivace, autant qu'aux premiers jours, en dépit des illusions dissipées, des expériences vécues, des espoirs évanouis. C'est le début d'une grande amitié. Et voici en quels termes il définit cette amitié avec le futur fondateur des Cahiers de la Quinzaine, dans une conférence donnée à la Sorbonne en 1950, à l'occasion du cinquantenaire de cette revue. Depuis ce printemps 1897, je fus lié à Peggy d'une amitié qui était en même temps un compagnonnage, terme important, d'un engagement pris une fois pour toutes en vue d'un combat dont nous savions qu'il ne devait cesser qu'avec nous-mêmes, avec le battement de notre cœur, étant un combat contre les ennemis qui ne désarment jamais et ne sont jamais pleinement désarmés, contre toutes les formes, et Dieu sait s'il y en a dans le monde, sous toutes les latitudes, de l'oppression, de l'injustice, de la tartufferie et du mensonge. Du compagnonnage de Peggy, j'en suis toujours. Qui était le jeune Peggy lorsqu'Isaac le rencontra en 1897? Né à Orléans en 1873, dans une famille catholique, entré difficilement après 2 échecs à l'école normale supérieure, le 31 juillet 1894, Charles Péguy se fait vite connaître comme un jeune homme de conviction socialiste. Je cite, est-il admissible, disait-il, que les mineurs dans les mines, les ouvriers dans les usines travaillent péniblement pour gagner tout juste de quoi vivre, tandis que les patrons amassent des fortunes en les surveillant? D'après Jean Baster, qui a écrit un ouvrage sur Peggy, Peggy fut un socialiste authentique et le fut avec l'exigence rationnelle et la vigueur d'engagement d'un intellectuel militant. Toujours est-il que, se déclarant socialiste, en avril 1895, ce qui, d'après un autre auteur, Géraldy Leroy, dans le contexte, je cite Géraldy Leroy, dans le contexte de l'époque, le classe politiquement à l'extrême gauche, il fut marqué par sa rencontre avec Jean Jaurès.
Hormis des pétitions, des quêtes pour des grévistes, c'est par le biais d'un journal dénommé Journal vrai qu'il pense œuvrer pour l'instauration du socialisme. Ce journal n'est jamais paru. Mais quelques années plus tard, en 1900, il réussira à fonder notamment les Cahiers de la Quinzaine. Entre-temps, fin 1894, éclate l'affaire Dreyfus, dans laquelle Péguy se jeta à fond, étant un combattant de première ligne. Son engagement s'est fait à partir de ce qui fut pour lui une véritable mystique, le combat contre l'injustice et la défense de la vérité, de toute la vérité. En 1897, Péguy était élève à l'école normale supérieure, en classe d'agrégation de philosophie, après avoir choisi, en 1892, de faire son année de service militaire à Orléans. Il était alors déjà impliqué dans une activité d'éditeur et de marchand de la librairie Georges Bellet. En effet, marié en octobre 1897, disposant d'un petit capital grâce au désintéressement de la belle famille Baudouin, Péguy se fit en mai 1898 libraire-éditeur. Au même moment, après son deuxième échec pour entrer à l'école normale supérieure, Isaac prend la décision de renoncer à l'école pour la Sorbonne. En même temps, il décida d'avancer l'appel. Je cite, « Je ne devais avoir 20 ans qu'en novembre. La classe 1897 à laquelle j'appartenais ne partait au service qu'en novembre 1898. Mais j'avais hâte, une furieuse hâte, de me libérer de toute servitude, de trouver enfin devant le champ libre, d'aborder la vie dans sa plénitude, ce qui se résumait pour moi en 3 mots, travailler, lutter, aimer. J'aliénais donc ma liberté par amour et soif de la liberté. Je partis volontaire comme avait fait Péguy 5 ans plus tôt. Fin de la citation. L'avantage était de pouvoir indiquer ses préférences de garnison et c'est ainsi qu'il entrait fin octobre 1897 à la caserne du faubourg Bagné, fantassin de 2e classe à Orléans. Mais, entre-temps, l'affaire Dreyfus devait tout bouleverser. C'est lors de cette affaire, de cette grande crise d'Israël et du monde, pour employer le terme de Péguy, que Jules Isaac, comme je l'ai signalé déjà, devait découvrir le poison antisémite. Dans son livre de souvenirs, Expérience de ma vie, Isaac souligne le rôle de Péguy dans la bataille dreyfusiste, entre guillemets, vrai préliminaire de la bataille socialiste de la Révolution. Son combat contre toutes les formes de l'oppression, de l'injustice, de la tartufferie et du mensonge. Il est nécessaire de rappeler maintenant brièvement cette célèbre affaire dont le prophète, selon Péguy, fut un autre de ses amis, Bernard Lazare. L'affaire Dreyfus est au départ une affaire d'espionnage éclatée dans le contexte de l'alliance franco-russe accompagnée du renouvellement du matériel militaire, particulièrement de l'artillerie, et de révision des plans de défense et de mobilisation. Un véritable climat d'espionnite sévissait dans l'opinion, expliqué surtout par l'idée de revanche toujours présente 2 décennies après la défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine. Au mois de septembre 1894, le service de renseignement français intercepte une lettre non signée, le célèbre bordereau, envoyé à l'attaché militaire allemand et annonçant l'envoi de documents secrets sur la défense nationale. Le 15 octobre, un officier israélite
de l'état-major, Alfred Dreyfus, d'origine alsacienne, est mis en état d'arrestation, accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Un mois plus tard, le 22 décembre, il est condamné à la dégradation, qui eut lieu le samedi 5 janvier 1895, un jour de samedi, devant une foule criant « À bas les Juifs !» et aussi à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée à l'île du Diable, malgré ses protestations d'innocence. Pourtant, les preuves manquent et les présomptions qui pèsent sur lui sont minces. 3 experts sur 5 lui attribuent l'écriture de bordereau. En fait, c'est la campagne antisémite déchaînée par la presse et orchestrée par Édouard Drummond qui poussa le Conseil de guerre, siégeant à huis clos, à condamner Dreyfus sur le vu d'une pièce secrète qui n'avait pas été communiquée ni à l'accusé ni à la défense, procédure tout à fait illégale. Le colonel Picard, nouveau chef du deuxième bureau, découvre un document accablant sur un autre officier, le commandant Esterhazy, le vrai coupable. Il s'agit d'un pneumatique, appelé le Petit Bleu, que ce dernier avait reçu de l'ambassade d'Allemagne. Picard, qui a constaté que l'écriture d'Esterhazy est celle du bordereau, condamnant Dreyfus, ne réussit pas à convaincre ses supérieurs de faire réviser le procès, car l'honneur de l'état-major est en jeu, et cela risquait aussi de compromettre l'autorité de l'armée dans son ensemble. Disgracié, Picard est envoyé en Tunisie, tandis que le commandant Henri, son adjoint, devenu en 1897 lieutenant-colonel, remet à ses supérieurs un document accablant pour Dreyfus, document qu'il a fabriqué lui-même, le faux Henri. Plus tard, en 1898, il va avouer et va se suicider pendant son incarcération. Personne ne croit alors à l'innocence du capitaine Dreyfus, à l'exception de Mathieu Dreyfus, son admirable frère, du colonel Picard et du journaliste et écrivain Bernard Lazare. Le début de la campagne de réhabilitation est lancé en 1896 par ce dernier dans une brochure où il dénonce l'erreur judiciaire, mais la véritable campagne de révision ne commence qu'en 1897, après le retour de Picard à Paris. Esterhazy est acquitté par le Conseil de guerre le 10 janvier 1898, devant lequel il avait demandé lui-même de passer, tandis que Picard, accusé d'avoir falsifié le Petit Bleu, est arrêté. 3 jours après l'acquittement d'Esterhazy, Émile Zola publie dans l'Aurore de Clemenceau le célèbre J'accuse. Dans cet article qui eut un retentissement considérable, vendu à 200 000 exemplaires, il fut affiché sur tous les murs de Paris. Zola accusait les plus hautes autorités jusqu'au ministre de la Guerre d'avoir fait condamner sciemment un innocent. Le procès de Zola s'ouvre le 7 février et 2 semaines plus tard, le 23, il est condamné pour diffamation à 1 an de prison et à 3 000 francs d'amende. Désormais, l'affaire Dreyfus, policière à ses débuts, puis judiciaire, devenait politique. La révision fut rendue enfin inévitable par la découverte du faux Henri dans le dossier de Dreyfus, l'aveu et le suicide de son auteur en 1898. Le général de Boisdeffre, chef d'état-major, démissionne, tandis que la Cour de cassation casse le jugement de 1894 et renvoie l'affaire devant le Conseil de guerre de Rennes où, le 9 septembre 1899, alors que le déchaînement des passions était à son comble et que les antisémites dénonçaient le syndicat juif, Dreyfus est condamné à nouveau, cette fois-ci à 10 ans de prison avec des circonstances atténuantes, point d'exclamation. Quelques jours plus tard,
le président Loubet gracie Dreyfus, qui est libéré, mais reste officiellement coupable. La demande pour une nouvelle révision de son procès reçoit une réponse positive en 1904, au bout de 12 ans. La Cour suprême proclame enfin donc le 12 juillet 1906, au bout de 12 ans, l'innocence de Dreyfus, qui est réintégré dans l'armée et décoré de la Légion d'honneur. Ni Zola, mort en 1902, ni Bernard Lazare, mort en 1903, n'auront vu l'heureux dénouement de cette interminable affaire. Et ici, je vais dire juste quelques mots concernant Bernard Lazare, qui, d'après Péguy, a été le véritable prophète de l'affaire. C'est à la demande de Mathieu, le frère du capitaine Dreyfus, que Bernard Lazare est entré dans l'affaire et qu'il accepta de se charger d'un travail présentant le procès. Le résultat fut une brochure qui, à la demande de la famille, ne parut qu'une année plus tard, après que l'épouse du capitaine Dreyfus eut adressé une pétition à la Chambre des députés demandant la révision du procès. Sous le titre Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus, l'opuscule publié à Bruxelles le 6 novembre 1996 fut tiré en 3500 exemplaires et adressé aussitôt de Bruxelles, de Bâle et de Paris à de nombreuses personnalités susceptibles d'agir. Après avoir démontré qu'il n'existait aucune charge contre Dreyfus, qu'il a été accusé, jugé et condamné sur des témoignages contradictoires d'experts, il réclame la révision du procès et où l'on trouve des futurs accents de la célèbre lettre d'Émile Zola qui sera publiée 14 mois plus tard. Je cite, « Il est encore temps de se ressaisir, qu'il ne soit pas dit que, ayant devant soi un juif, on a oublié la justice. C'est au nom de cette justice que je proteste. Au nom de cette justice qu'on a méconnue, le capitaine Dreyfus est un innocent et on a obtenu sa condamnation par des moyens illégaux. Je demande la révision du procès et désormais ce n'est plus à huis clos qu'il pourra être jugé, mais devant la France entière. » Lazare est aussi l'auteur de deux autres textes concernant l'affaire. L'un publié le 16 novembre 1897 intitulé Une erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus, avec le sous-titre Deuxième mémoire avec des expertises d'écriture, et il a les noms de tous ces experts. Et enfin, effectivement, une autre qui paraît en 1898, qui s'intitule Comment on condamne un innocent. On le retrouve la formule répétitive j'accuse qui se trouve dans la célèbre lettre de Zola, parue dans le journal de Clemenceau. J'accuse le commandant Esterhazy de les avoir fabriqués. J'accuse le colonel du parti du clan d'avoir été son complice, d'avoir composé ce faux dossier, etc. Et j'ai rappelé ces choses-là. Il faut mentionner ici le nom de Philippe Auriol, le grand spécialiste de Bernard Lazare, qui lui, effectivement, le premier à montrer l'influence du texte publié de Bernard Lazare pour Émile Zola, car dans la lettre d'Émile Zola, on trouve déjà des accents que se retrouvent dans les textes publiés auparavant par Bernard Lazare. Mais la réputation de Bernard Lazare en tant qu'anarchiste, mais bien trop juif, était gênante. Et il est de plus en plus marginalisé. D'un certain point de vue, tout en continuant à défendre Dreyfus, son rôle dans l'affaire s'arrêtait là. Il a été le premier combattant, celui qui ouvrit le chemin. Voici pourquoi Péguy a consacré près du tiers de son livre Notre jeunesse, publié en 1910, à Bernard Lazare. Cet homme, dit-il, de 50 siècles, cet athée ruisselant de la parole de Dieu, cet homme qui a subi à travers l'affaire une transformation radicale. De l'ancien anarchiste antisémitisant, il est devenu un juif fier de son identité, un sioniste qui participa même au deuxième congrès sioniste de Bâle en 1898. Bernard Lazare
fut l'inspirateur même des cahiers de la quinzaine, où il a publié plusieurs articles retentissants sur les Arméniens et surtout sur les Juifs de Roumanie. Bernard Lazare trouva aussi parmi ses relations des appuis financiers pour aider les cahiers. Le 31 mai 1903, 3 mois avant la mort de Bernard Lazare, il est mort le 1er septembre 1903, donc très jeune, il est né en 1865, Péguy fait à Jules Isaac la demande suivante. Peux-tu nous prêter une somme variant de 500 à 1000 francs? Ce n'est pas que les cahiers aillent mal, mais tout mon plan d'échéance a été dérangé par la maladie persistante de Bernard Lazare. À la différence de Péguy, qui fut dès le départ un combattant de première ligne pour la défense du capitaine Dreyfus, tel ne fut pas le cas de Jules Isaac. Il avance dans son livre de souvenirs, consacré à son ami, 3 raisons principales. La mémoire de son père, qui était officier, son origine juive et la l'antisémitisme, et je cite ce texte puissant de Jules Isaac. Fils d'officier, plein de respect pour la mémoire de mon père, il me semblait impossible d'admettre qu'à l'unanimité 6 officiers eussent pu, sans preuve accablante, vouer un des leurs au déshonneur d'une telle condamnation, la plus infamante qui fût. L'autre raison, j'étais juif et, par réaction d'honnêteté, en garde contre moi-même, contre tout réflexe de solidarité juive, résolu à ne me prononcer qu'à bon escient et en toute connaissance de cause. Il faut dire aussi, j'étais à cette époque très ignorant de certaines réalités, de celles qui risquaient de m'être le plus contraire et nocives, tel l'antisémitisme en sa virulence. Je n'en mesurais ni la force, ni l'étendue. Je n'en soupçonnais pas les racines profondes, celles qu'au déclin de ma vie, grièvement atteint par ces coups, je devais, 50 ans plus tard, déterrer des profondeurs où elles sont enfuies et mettre en pleine lumière au grand scandale des bien-pensants. Le jeune Jules Isaac est indigné par l'injustice commise à l'égard du capitaine juif, mais il est sensible aussi aux injustices sociales. Il éprouvait comme Péguy une certaine aversion pour la mentalité et l'égoïsme de la bourgeoisie. Il refusa la proposition de ses cousins d'Elbeuf pour travailler dans leur entreprise. Je fréquentais peu la Bible, encore moins la synagogue, mais je sentais par moments monter à mes lèvres les imprécations des prophètes, nous dit Jules Isaac. Avant même sa libération du service militaire, fin septembre 1898, tout en étant dans sa caserne orléanaise, il garda le contact étroit avec Péguy par l'intermédiaire de 2 frères, Émile et Henri Boivin. Ce sont 2 autres compagnons du fils de la rempailleuse de chaises. Leur engagement dans l'affaire finit par briser sa résistance. Dès lors, je brûlais d'entrer en lice, dans la mêlée, dans les rangs du dreyfusisme militant. En effet, sa vie d'étudiant, commencée au mois d'octobre de la même année, fut profondément marquée par la bataille dreyfusiste. Au quartier latin, remarqua-t-il, Péguy, resté en étroite liaison avec Lucien R, était notre chef de combat. Sa librairie, bien placée au voisinage de la Sorbonne et de la faculté de droit, à l'angle de la rue Cujas et de la rue Victor Cousin, à 2 pas de boulevard Michel, fut notre centre de ralliement. Tout le temps que je pouvais dérober au travail de la Sorbonne, je l'ai donné au travail de la librairie et à la bataille dreyfusiste, celle-ci pour Péguy
et nous, ses compagnons, vrais préliminaires de la bataille socialiste de la Révolution. Pendant une dizaine d'années, de 1897 et jusqu'en 1907, souligne Julizac, sa vie s'est trouvée plus ou moins mêlée à celle de Péguy. Avec lui, tant qu'il pouvait, il venait travailler à la librairie socialiste qu'il avait fondée et où il a connu Péguy boutiquier. Je cite, exact, scrupuleux, jusqu'à la minutie, la manie, remarquablement doué pour faire des mauvaises affaires. Il n'a jamais fait que celle-là, mais dans son invisible optimisme, gardant toujours l'espoir qu'il était sur le point d'en faire d'excellentes. C'est avec lui qu'il se trouve engagé à la fois dans la bataille dreyfusiste et dans le mouvement socialiste. Avec lui et quelques autres, je cite, dedans ou devant la boutique d'angle de la rue Cujas, j'ai soutenu les assauts des bandes anti-dreyfusistes qui dévalaient de la faculté de droit. Avec lui, j'ai pris part au congrès socialiste où s'opposaient farouchement, mais en toute grandeur, Jean Jaurès et Jules Guesde, marxisme humanisé à la française et marxisme pur. Avec lui encore, je me roulais dans le flot de ces puissantes manifestations de masse, déferlant vers Longchamp, vers la nation. J'ai connu Péguy révolutionnaire, Péguy militant authentique, descendant, Péguy bagarreur, la canne ou plutôt le bâton au poing, toujours prêt à payer de sa personne et toujours capitaine pour la défense de la République. Avec lui, enfin, j'ai quitté la librairie de la rue Cujas. Je fus de ceux qui l'aidèrent à fonder les cahiers de la quinzaine. Et j'ai vu de près les débuts de cette héroïque, épuisante carrière d'écrivain-éditeur qui devait être, par l'hostilité acharnée des uns, l'indifférence des autres et l'incompréhension des autres, une longue et douloureuse passion. Essentiellement libertaire, le socialisme de Péguy met sur le même plan l'action pour la libération économique et l'action pour la libération des consciences, tendant à libérer l'homme de tout asservissement qui est son but. Et je cite Péguy, nous socialistes, nous savons que la misère économique est instrument de servitude sans défaut. C'est même pour cela que nous sommes socialistes. Nous le sommes exactement parce que nous savons que tout affranchissement moral et mental est précaire s'il n'est pas accompagné d'un affranchissement économique. C'est de son écrit de Jean Coste, publié dans le 10e cahier. Mais la réciproque est vraie. La révolution sociale sera morale ou ne sera pas, proclame le 10e et le 11e cahier de la deuxième série des cahiers de la quinzaine. En effet, Péguy, qui a fondé les cahiers de la quinzaine en 1900, se donne pour objectif primordial, mentionné déjà dans le premier numéro du 5 janvier, il y a eu, si je ne me trompe pas, 229 numéros jusqu'au 7 juillet 1914. Et donc ce mot, ce objectif primordial, c'est la vérité. Je cite Péguy, il faut dire la vérité, toute la vérité. Rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. Du point de vue de l'orientation idéologique, la revue se propose de défendre les idées socialistes, mais sans obéir à des mots d'ordre. En cette année, Péguy participe au Congrès socialiste international qui se tient à Paris au mois de septembre, et Julizac y fut aussi présent en rappelant la forte impression que lui fit l'Allemande Rosa Luxembourg, qui en 1919 sera la victime de l'ordre moral d'outre-Rhin. Isaac insiste ainsi sur la personnalité de Péguy. Mais qu'il s'agisse de socialisme ou de vérité,
Péguy s'insurge contre toute orthodoxie. Il est le non-conformiste, irréductible. La résolution finale du Congrès de 1899 parlait de journaux et se réclamait de socialisme. Et Péguy insiste sur l'obligation de dire la vérité. Il n'y a pas une vérité officielle, une vérité d'État, une vérité de parti. Il y a une vérité. Avons-nous assez répété qu'un homme, un individu, n'a pas le droit de s'engager contre la vérité? Cette proposition naguère était un axiome, à moins que les partis n'aient des droits surhumains, allons-nous marcher contre les axiomes? Pour Péguy de ce temps, nous dit Isaac, il y a la vérité, il y a le socialisme, et l'un ne va pas sans l'autre. Le contester, c'est trahir sa mémoire. Et le socialisme de Péguy, ajoute-t-il, n'est pas une simple tendance. Il n'a rien de vague et de sentimental. Il est pleinement international, pleinement révolutionnaire. Son programme est toujours le collectivisme tel que Péguy l'avait défini avec précision dans sa brochure de 1897 intitulée De la cité socialiste. La vérité avant tout, la vérité par-dessus tout. Voici le mot d'ordre et la règle du dreyfusisme. Ce mot d'ordre a présidé à la fondation des Cahiers de la Quinzaine. Qui ne gueule pas la vérité, dit Péguy, quand il sait la vérité, se fait le complice des menteurs et des faussaires. Voilà ce que nous proclamions alors au temps de l'affaire. Cette proposition est-elle annuelle ou bisannuelle? Fond-elle avec la gelée? Et voilà ce que nous déclarons encore aujourd'hui contre les antisémites. Cette proposition est-elle aussi locale? Non. Elle est universelle et éternelle. Disons-le sans fausse honte. Nous demandons simplement qu'on dise la vérité. Dans sa conférence à la Sorbonne, Isaac revient avec force sur le principe de vérité. Voilà quel fut le principe générateur de la fondation des Cahiers qu'il fallait bien remettre ici en pleine lumière. Un non-conformisme irréductible pour tout ce qui touche à la vérité et relève de la conscience, le refus de toute compromission contraire à la règle de probité, le refus de toute tricherie, disait Péguy. Au-delà de l'erreur judiciaire, de cette injustice particulière à l'égard d'un seul individu, le capitaine Dreyfus, Jules Isaac découvre alors une injustice collective, la passion antisémite et son exacerbation par la bonne presse. Il reconnaît qu'à cette époque, il ne savait pas que le langage odieux du quotidien La Croix, comme de la revue romaine des Jésuites, La Civiltà Cattolica, s'inscrivait dans une tradition chrétienne séculaire. Il ne connaissait alors ni le célèbre pamphlet antisémite La France juive de 1886 de Drummond, ni son quotidien La Libre Parole, sous-titré La France aux Français, paru en 1892, ni les diatribes de la Croix des années 1894. La dénonciation de l'attitude scandaleuse de la presse catholique, si présente dans l'expérience de ma vie, lui tient particulièrement à cœur, et une lettre qu'il écrivit le 19 juillet 1958 prouve la constance de son combat. En effet, à la suite d'un compte-rendu paru dans le journal La Croix le 8 juin 1958, sous la signature de Lucien Guissard, sous le titre Du nouveau sur Péguy, consacré à son livre Expérience de ma vie, Péguy écrit qu'à propos de l'affaire Dreyfus, il a été bien obligé de mettre en cause la presse catholique et surtout la Croix. Combien je suis heureux, poursuit-il, qu'elle ait évolué depuis ces temps affreux et ce plus affreux encore de Vichy et de Hitler. En fait, découvrant la nocivité de l'antisémitisme, Jules Isaac n'hésite pas à élever sa voix chaque fois pour le dénoncer. C'est ainsi qu'il prend position contre l'antisémitisme feutré de Romain Rolland. Dans une lettre qu'il adressa de Saint-Étienne à Péguy le 30 mars 1908, dans laquelle il met en avant à la fois son identité française et juive. C'est une très belle lettre. Je ne peux m'empêcher de te dire que je trouve Romain Rolland répugnant avec son antisémitisme honteux, panaché de fausses sympathies sociologiques. J'aime beaucoup mieux
L'autre antisémitisme, le vrai, celui de Drummond et Léon Daudet, c'est plus franc, plus intelligent et plus propre. Je me sens profondément français et j'ai tous les droits pour cela, autant que toi, autant que Roland, autant que vous tous. Je ne veux pas admettre qu'on vienne me dire, d'un ton insupportablement doucereux, sucré, les affaires d'Israël ne sont pas les nôtres. Quant à celles de la France, une phrase comme celle-là, ne sens-tu pas que c'est une mauvaise action? Et je ne renie pas l'âme de ma puissante race. Assez de ces généralisations stupides, assez de ces imbécilités pseudo-scientifiques. Tu devrais bien venir nous voir dans ce pays qui est admirable. Tu recevrais sous notre toit judaïque une hospitalité bien française. Et au fond, tu n'as pas autant d'amis qui t'aiment aussi bien que nous. Le combat contre l'antisémitisme s'inscrit donc dans la perspective des deux idées principales du dreyfusisme de sa jeunesse, si chère à Péguy, vérité et justice. Prenant ses distances avec l'interprétation que Péguy donne à l'affaire 12 ans plus tard dans notre jeunesse, lorsqu'il a retrouvé sa profonde foi catholique, et où le dreyfusisme est reconsidéré donc, à la lumière de cette foi profonde que son ami a retrouvée, la mystique dreyfusiste étant perçue comme un cas éminent de la mystique chrétienne, Isaac écrit: je veux bien que notre dreyfusisme ait été une mystique, ait été une religion, mais c'est à la vérité elle-même qu'en est notre ferveur et notre culte. C'est elle, et elle seule, qui a inspiré nos transports. C'est pour elle, pour l'amour d'elle et sa sauvegarde, que nous avons aidé Péguy à fonder les cahiers. Libre et honnête recherche de la vérité, telle était notre loi, et telle l'essence du dreyfusisme en ce qu'il avait de plus pur, avec Péguy dans les débats, les dédales de cette tragique affaire, à la fois si clair et si trouble. Nous avons pris en horreur les multiples formes incroyablement diverses de la malhonnêteté intellectuelle. Nous avons combattu sans merci tous ceux qui l'incarnaient ou qui l'admettaient complaisamment. Pour nous, pour moi, c'est en ce sens où le christianisme n'avait aucune part que l'affaire Dreyfus fut une affaire élue. C'est par là que nous en restâmes marqués pour la vie, désormais soumis à l'impératif de probité dont nous avions accepté les exigences sévères, ajouterai-je, dont il n'est pas sûr qu'il puisse s'accommoder d'aucun dogme, quel qu'il fût. Après l'arrivée de Hitler au pouvoir, face aux montées des extrémismes, des mouvements fascistes et nazis, Jules Isaac réagit. Il ne cesse de dénoncer le système odieux qui prévaut en Allemagne et ajourne certains travaux pour se consacrer dans les mois qui viennent à la lutte contre le racisme. En février 1934, il adresse la lettre suivante au proviseur du lycée Saint-Louis. Monsieur le proviseur, je n'ai pas interrompu mon service hier lundi, mais dans les circonstances actuelles, plus grave encore qu'au temps de l'affaire Dreyfus, je considère comme mon devoir de ne pas rester neutre et je tiens à affirmer ma solidarité avec ceux de mes collègues qui se sont déclarés prêts à défendre les libertés républicaines contre la poussée fasciste. C'est toujours dans la perspective du combat pour la vérité et la justice qu'il commença la rédaction dès le début de l'année 1943, avant l'arrestation des siens, les premières pages de son Jésus et Israël, vaste et rigoureuse étude sur les origines de l'antisémitisme. Il est donc faux d'affirmer que Jules Isaac s'est penché sur ce sujet brûlant à partir de son calvaire personnel, fut-il aussi déchirant, mais bien à partir d'une réflexion nourrie sur les ravages de la passion antisémite.
Terminée en 1946, la publication de Jésus et Israël date seulement de 1948, avec cette dédicace bouleversante. À ma femme, à ma fille, martyr, tuée par les nazis d'Hitler, tuée simplement parce qu'il s'appelait Isaac. Cette publication fut précédée par ses prises de position retentissantes à l'égard de Daniel Rops en 1946 et à la conférence de Silsberg 1947, suivie par la fondation de l'amitié judéo-chrétienne en 1948 et par ses interventions au Vatican en 1949 et en 1960. Juste quelques mots sur ses écrits consacrés à l'antisémitisme chrétien. Dans son œuvre maîtresse, Jésus et Israël, c'est à partir d'une lecture attentive de l'Ancien et du Nouveau Testament et de nombreux écrits de théologiens chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, sur le judaïsme et les juifs, qu'il s'y livre à une critique méthodique de l'antisémitisme chrétien, mettant en cause la théorie de la substitution, en dénonçant le système d'avilissement. Ce livre, qui connut à l'époque une grande audience, est animé par la foi dans la réconciliation des Juifs et des chrétiens grâce à l'éradication de ce qu'il nomma lui le premier, l'enseignement du mépris, qui est aussi le titre d'un de ses livres parus en 1962, après la genèse de l'antisémitisme en 1956, où il dénonçait notamment le système d'avilissement imposé aux Juifs pendant des siècles. Et l'antisémitisme a-t-il des racines chrétiennes en 1960? C'est pour réconcilier Juifs et chrétiens qu'il avait fondé les amitiés judéo-chrétiennes et c'est pour purifier l'enseignement chrétien concernant le judaïsme qu'il rédigea les 18 points de Silsberg contenant en germe l'enseignement de l'estime qu'il a tant prôné et c'est pour la même cause qu'il s'adressa au Vatican. Sa rencontre avec le bon pape Jean XXIII en 1960 est à l'origine de la Déclaration Nostra Aetate du Concile du Vatican II, véritable tournant dans l'attitude de l'Église envers le judaïsme. Conclusion. Jules Isaac, qui fut un pionnier dans la dénonciation des sources religieuses de l'antisémitisme, fut à la fois un homme de plume et un homme d'action. Le long combat, commencé à Paris à l'époque de l'affaire Dreyfus, sous l'aile des pays, et achevé à Aix-en-Provence avec sa mort à l'âge de 86 ans, démontre qu'une ligne droite lie ses premières prises de position de la fin du XIXe siècle et ses dernières démarches à Rome en 1960. Ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire, ne pas rester neutre, ne pas abdiquer de ses convictions, s'engager et combattre au nom de la fraternité. Ce sont ces impératifs qui guidèrent les pas de ce grand humaniste dans le rapprochement entre la France et l'Allemagne après la Première Guerre mondiale et dans la dénonciation des origines chrétiennes de l'antisémitisme et dans le rapprochement judéo-chrétien après la Deuxième Guerre mondiale. Historien combattant, Jules Isaac est resté toute sa vie fidèle au mot d'ordre reçu de Peggy, super omnia veritas. C'est le mot d'ordre du combat pour la vérité qui est inscrit sur la belle médaille réalisée par son fils Jean-Claude, Pro Veritate Pugnator. Cette médaille qui m'a été offerte par son auteur pour mon investissement dans la défense de la mémoire de Jules Isaac et qu'il m'est agréable de vous montrer. J'espère que tout le monde voit cette médaille. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Voici le verso où c'est marqué Pro Veritate Pugnator. Oui. Cette médaille qui a été réalisée par son fils Jean-Claude. Eh bien, Carole, nous vous remercions chaleureusement pour cette belle conférence qui nous fait prendre conscience que l'engagement de Jules Isaac contre l'antisémitisme
Et la création de l'amitié judéo-chrétienne en 1948, ce sont des choses qui viennent de loin, effectivement, et qu'il est impossible de comprendre son œuvre si nous ne connaissons pas ses années de jeunesse passées aux côtés de Charles Péguy. Somme toute, avec Charles Péguy, il a fait, si je comprends bien, une triple découverte. La découverte de l'amitié avec une exceptionnelle fidélité, un peu comme la Boétie et Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. La découverte, avez-vous dit, de l'antisémitisme, qu'il ne connaissait pas, d'autant qu'il était depuis plusieurs années en pension à la Canale. Et puis aussi la découverte du philosémitisme de quelqu'un qui était un chrétien, un catholique. Et on peut bien penser que s'il n'y avait pas eu cette rencontre exceptionnelle d'amitié avec un catholique, eh bien, il n'aurait pas donné, peut-être n'aurait-il pas fondé notre association, en tout cas, sans doute n'aurait-il pas donné à notre association le beau nom d'amitié. Alors, je commencerai par la première question. Il me semble, je me souviens avoir lu dans une des dernières interviews de Jules Isaac dans l'Arche en 61, ou en 61, je crois, il dit à un moment, en 1906, au moment de la réhabilitation de Dreyfus, je croyais que l'antisémitisme était fini. On peut être étonné, lui qui a été un visionnaire finalement de cette phrase, et est-ce que tout simplement il n'a pas voulu à l'époque, il était jeune, 25 ans, est-ce qu'il n'a pas voulu se protéger tout simplement en faisant cette affirmation? Qu'en pensez-vous, Carole? Non, je pense que effectivement, Jules Isaac était conscient de la puissance de l'antisémitisme de l'époque et euh, s'il a, c'est ce qu'il a dit à l'Arche, c'était donc un âge mûr et Oui. entre-temps il a connu lui-même la puissance de l'antisémitisme. Mais effectivement, certains pensaient que l'antisémitisme allait s'arrêter. Je n'ai pas pu développer, mais si nous pensons qu'à l'époque de l'affaire Dreyfus, beaucoup de Juifs se sont tus. Ils sont pas, non, Jules Isaac n'était pas Tout à le fait. seul et le premier C'est ce que dit qui, Bloom. qui- Oui, oui. exactement. Beaucoup de Juifs ont préféré se taire parce qu'ils ne croyaient pas, ils pensaient pas qu'on pouvait se tromper et en plus ils avaient peur que ça allait encore agrandir la poussée antisémite. Ceci dit, il y a eu heureusement aussi un certain nombre de Juifs qui ont pris position, comme les Rénac, par exemple. Mais il faut dire que la seule manifestation populaire pour Dreyfus a été organisée à l'époque par des Juifs émigrés de l'Europe de l'Est. Voilà. Donc, ceci, il fallait le mettre, il fallait le rappeler. Mais nous savons que malheureusement, l'antisémitisme n'était pas, n'était pas mort déjà à ce moment-là. Il s'est maintenu d'ailleurs avec force dans beaucoup de milieux qui pendant des années ont développé l'idée que Dreyfus est toujours coupable, qu'il y a derrière un syndicat, le syndicat juif. Je crois me souvenir que pendant son service militaire, il a été victime de l'antisémitisme, puisque Oui, vous pourriez nous raconter cette anecdote. oui, effectivement, il lisait des journaux qui prenaient la défense de Dreyfus et ce n'était pas bien vu par ses supérieurs. Et d'ailleurs, il a été un simple soldat, il n'a pas eu d'avancement, il a fait toute sa guerre donc dans les tranchées. Et ceci est dû non seulement au fait qu'il s'appelait entre guillemets Isaac, mais parce qu'on connaissait euh, son, a- son attitude à l'égard de, de, de l'affaire Dreyfus. Et sa petite vengeance, entre guillemets, c'était que lorsqu'il a fini le service, il a pu envoyer toute une collection d'articles euh, pro-Dreyfus à ses supérieurs. Alors, on peut penser que pendant les années 20, les années 30, lui-même n'a pas été victime d'antisémitisme, puisqu'il a fait tout de même une très belle carrière. Bon, une carrière de professeur, bien sûr, une carrière à la librairie Hachette,
et qu'en 1939, il était certainement le professeur d'histoire Ah le plus oui, connu de nous n'assistons France. pas, heureusement, à ce moment-là, à un antisémitisme d'État, Oui, mais oui, oui, l'antisémitisme existait toujours dans certains milieux, oui, ça c'est certain. oui, Mais oui. il allait connaître l'antisémitisme d'État avec la montée des périls, après la montée de Hitler au pouvoir et effectivement avec ce qui s'est passé avec le début de la guerre. En somme, la vie de Jules Isaac, comme vous dites, c'est une ligne droite. C'est un Oui. engagement qui vient de très loin au service de la vérité, au service de la justice. Exactement. Mm. Je pense qu'entre les deux guerres, si vous voulez, son grand combat, et jusqu'à la montée de Hitler au pouvoir, c'était réconcilier la France et La France et l'Allemagne. C'est l'Allemagne, pour oui. cela qu'il Ouais. a, il a été à l'origine de pourparlers avec des historiens allemands et un collègue allemand, notamment Rainer Schneider, me disait que Jules Isaac est très connu en Allemagne pour cela, parce qu'il était un des rares historiens à l'époque qui souhaitaient cette réconciliation et qui, dans ses livres sur les origines de la guerre, il a été beaucoup plus nuancé que les torts ne sont pas que d'un seul côté. Et donc, Mhm. il a voulu réconcilier la France et l'Allemagne. Mais Et bien qui, entendu, avec la ouais. montée des Hitler au pouvoir, ces conversations ont cessé. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, effectivement, les nazis ont mis au pilon le volume sorti de ces pourparlers entre les historiens français, allemands et italiens. Oui, il a voulu amender le ton très nationaliste qu'il y avait dans les manuels scolaires. En ce sens, il est complètement un pionnier de voir combien les programmes scolaires peuvent influencer sur les mentalités des élèves. Oui, oui, vous avez raison. J'ai pas pu, et c'était pas le sujet Non, non, ce n'était pas le d'évoquer sujet, bien sûr. mais votre observation est pertinente. C'est vraiment une véritable, les manuels scolaires de l'époque, les Malais Isaac de l'époque, qui ont formé des générations de Français, Oui, c'était une véritable révolution par la place donnée à l'image, aux commentaires, et pour éveiller l'esprit critique des élèves, il y avait toujours deux points de vue sur chaque événement. Et ça, c'était vraiment tout à fait nouveau. Et c'est ce qui a fait le succès oui. d'exception, on peut dire, de ces manuels. Oui, de plusieurs générations. On est très nombreux ici à avoir étudié l'histoire, j'imagine, dans le Oui, Malais-Isaac. Ma propre mère, dans les années 20, a étudié l'histoire dans le Malais-Isaac. Ma sœur aînée, moi-même dans les années 50 et 60, et jeune professeur d'histoire dans les années 70, j'ai encore choisi le Malais-Isaac pour mes élèves parce que c'était le meilleur à l'époque. Puis il a à peu près disparu dans les années non, au mais je début. dois vous dire que même pour les étudiants à l'université, il y a un certain nombre d'années, Marabout a Oui, publié 4 volumes, donc oui. concernant à partir de cette la collection Malais et Isaac, et ça reste toujours un bon manuel pour ceux Oui, qui oui, n'ont c'est ça. aucune, Je voilà. l'ai ici. Voilà. Je les avais achetés, effectivement. Je crois que c'est au milieu des années 80. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, Carole, mais je crois que vous l'avez souligné, que Jules Isaac a été nommé inspecteur général de l'éducation nationale. En Je crois, 1936. ah, c'était en 36, donc par le Front populaire. Et C'est voilà, ça? c'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être pas un Non, hasard. Et non, non. président du jury d'agrégation en 1939. Oui, donc effectivement, il est quand même une carrière, il a été extrêmement reconnu et ça a été la descente aux Absolument. enfers. Si vous Oui, voulez, il s'est fait connaître surtout grâce à ses manuels d'histoire, effectivement. Et donc, en tant qu'inspecteur, il a pu aller dans pas mal de villes. Il y a des témoignages que nous avons concernant ces inspections, entre guillemets, où il parlait avec les divers professeurs en mettant notamment l'accent sur le principe des deux points de vue et sur la nécessité d'éveiller l'esprit critique des élèves. oui, ça devait être un inspecteur. J'aurais peut-être pas forcément aimé être inspecté par Jules Isaac. C'était certainement un inspecteur exigeant avec les autres, comme il était exigeant avec lui-même, exigeant mais juste, certainement. Oui,
il était très exigeant, mais en même temps, il était très affable et Oui, on a des témoignages qui nous montrent un homme d'une grande élévation spirituelle et qui discutait, qui savait écouter l'autre. Et ça, c'est très important. oui, oui, certainement, oui. D'autres, d'autres questions sur, ou des remarques sur Jules Isaac, ces années de jeunesse dont on a bien compris combien elles ont été formatrices et finalement décisives après une mise entre parenthèses d'une quarantaine d'années, puisque entre 1900 et 1940, Jules Isaac se consacre à sa carrière d'enseignant et rien ne laisse imaginer à l'époque la dernière partie de sa vie, son engagement et son intérêt pour l'histoire religieuse et la mise en Voilà. valeur. Oui, Et sur les relations entre juifs et chrétiens, c'est vrai, avant la Deuxième Guerre mondiale, comme je l'ai souligné, il était vraiment obnubilé par ce qu'il considérait une mission, essayer de réconcilier la France et oui, l'Allemagne, oui. combattre le racisme d'outre-Rhin après 1933, après la montée de Hitler au pouvoir, et puis après la guerre, mais il commence, c'est ça qui est important, souvent on présente le Jésus et Israël, comme il a écrit parce qu'il a souffert, etc. Oui, Mais oui, nous avons des documents précis et j'ai eu l'occasion de voir des lettres de Jules Isaac de l'époque, des écrits de l'époque qui montrent bien que, que Jésus et Israël a commencé bien avant. Mais il faut souligner toujours que c'est en tant qu'historien, non pas en tant bien que sûr. théologien, Tout à qu'il a fait, écrit tout à ce fait. livre. Ça, c'est Ça, c'est très fondamental. important. Bien Et sûr. après la guerre, évidemment, on n'a pas parlé ce soir, c'est notre objet peut-être d'une autre conférence, tout ce qu'il a pu faire, il était à la fois un homme d'action et un homme de plume. Et Mhm. avant la publication de Jésus et Israël, donc c'est paru seulement en 1948, mais lorsqu'il est allé à Genève, où il a été invité par la conférence de Wannsee, il a De fait avec Seligsberg, de publié Seligsberg. le 18 points qui sont tirés des 21 propositions qui finissent son célèbre ouvrage Jésus et Israël. Et Oui, ça, effectivement, c'était un premier point, un acquis vraiment exceptionnel. Mais il faut dire que ce n'était pas sans mal. Le représentant du Vatican, le père Lopino, à lorsqu'on a, Seligsberg. voilà, à Silsberg, excusez-moi, à Oui, Silsberg, mais c'est parce qu'en ce moment, on parle de la conférence de Wannsee. Et c'est pour oui, ça que vous avez fait le lapsus. non, mais vous avez raison. À Silsberg, donc, le père Lopino, à cette conférence, ont participé, enfin, de la part de la France, il faut rendre un hommage au regretté grand rabbin de France, Jacob Kaplan, comme au regretté grand rabbin de Roumanie, donc, effectivement, Alexandre Safran. Et Safran dit la même chose Kaplan dans son témoignage que ce père Lopino, il n'acceptait pas, à propos d'une déclaration commune, il s'acharnait pour dire qu'il y a eu les torts de la synagogue. Et le grand rabbin Kaplan disait, mais quel tort, puisque ça s'est passé avant, il n'y a aucun tort de la synagogue. Et finalement, le père Lopino a dû donner sa démission de la présidence d'une telle commission et les choses ont pu finalement bien se terminer avec les 10 points de Silsberg. Oui, Je alors laisse la oui. oui, il y a Anne qui nous dit qu'à Seligsberg, donc en 1947, a été créé l'ICCJ et les groupes dans chaque pays portaient ce nom. Mais il semblerait que Jules Isaac à Seligsberg a particulièrement insisté pour que la France porte le nom d'amitié, pour toutes les raisons que nous avons évoquées ce soir, mais aussi en soutenant et prolongeant le rôle des amitiés chrétiennes qui ont aidé au sauvetage des Juifs pendant la guerre. Oui, c'est vrai qu'on a parfois dit, fait un lien entre l'amitié judéo-chrétienne de 48 et les amitiés chrétiennes pendant la guerre, mais il semble que les historiens disent que finalement, il n'y a pas de lien. Qu'en pensez-vous, Carole? D'abord, il faut dire que sur le plan international, il y avait déjà dans les années 1930 des associations, Oui, entre guillemets, d'amitié entre juifs et chrétiens. dans les Ça, pays ça existait anglo-saxons, déjà, oui. bien sûr.
Mais la véritable association, l'Amitié judéo-chrétienne de France, a été fondée par Jules Isaac. Et ça, il faut souligner, il a été vraiment le véritable créateur. J'ai eu la chance de connaître le médecin personnel de Jules Isaac, Madame le docteur Pairé, qui était à la fois la secrétaire du groupe local d'amitié judéo-chrétienne. Et donc, elle m'a parlé longuement, j'ai son témoignage, où elle insistait sur ce fait que finalement, bien entendu, il y a d'autres qui sont investis dans la création à Paris, Samuel Oui, Latin, Jacques Martin, etc. Edmond Mais Flegg. celui qui a donné l'impulsion et qui a combattu, c'était vraiment Jules Isaac. Il a eu d'ailleurs quelques petits problèmes entre la section d'Aix-en-Provence qui marchait très bien, puisqu'elle habitait Aix-en-Provence, et quelques petits problèmes, mais on n'a pas le temps ni, de parler de ça ce soir, à l'époque, avec comment dirais-je, l'amitié judéo-chrétienne de Paris. C'est arrangé par la suite, mais il a eu quelques petits problèmes, ça c'est certain. Il faut dire qu'entre 48 et 49, ça comme d'autres amitiés ont été créées dans les villes comme la ville de Lille et le professeur Delmer a écrit sur cette question, Daniel Delmer, aussi bien à Nîmes et dans notre ville Montpellier, même si j'ai dû refaire l'association euh, déjà ici à Montpellier, mais dans les années 1949, il y a eu déjà une section locale dans la ville de Montpellier, ensuite à Nice, etc. Bien entendu aussi à l'étranger, à Rome. Mais là, c'est une autre histoire. C'est l'histoire peut-être qu'il faudra faire un jour, des amitiés, des sections, des amitiés judéo-chrétiennes un peu partout dans l'Hexagone et aussi, pourquoi pas, à l'étranger. Alors, quelqu'un nous demande, connaît-on le nom de la ville où Jules Isaac était réfugié quand sa famille a été arrêtée? Nous connaissons le nom de la ville, Carole. Oui, donc C'était d'abord, Rion, il me oui, semble. pardon. C'était pas Rion quand il a été Oui, arrêté? oui, voilà. Et donc, il a été d'abord à Aix-en-Provence, ensuite il est allé dans les Cévennes et surtout à Rion. Et lui-même, ensuite, il s'est caché dans une petite localité. Juste maintenant, le nom m'échappe, si je m'en excuse, mais sous une fausse identité, avec un autre nom. Et pendant tout ce temps-là, donc, il a pu effectivement survivre jusqu'à pratiquement jusqu'à la libération, grâce aux aides de plusieurs personnes qui ont participé. Il y avait une chaîne de solidarité. On sait au départ, les Cévennes, le rôle des protestants dans l'accueil des juifs persécutés, et c'est pour cela que Jules Isaac aussi est allé dans cet endroit, dans cette région. Oui, puis je crois qu'il raconte qu'il s'est rapproché de Vichy parce que sa fille Juliette vivait à Vichy. Ah oui, Et que ça, que ça, vous avez il raison. dira, ça a été une erreur totale. Oui, c'est-à-dire que l'erreur était la suivante. Elle était mariée avec un Français catholique, Boudeville, qui était journaliste et qui travaillait à l'agence Havas à Vichy. Mais malheureusement, lorsque il a été arrêté en tant que résistant, ils ont trouvé sur la carte d'identité de son épouse, né Isaac. Et ça c'était vraiment une faute, malheureusement, enfin, qu'il aurait cru, etc. à l'époque. Mais c'est à ce moment-là qu'effectivement, ils se sont rendus compte qu'ils vont arrêter non seulement une résistante, mais aussi une juive. Et lorsque sont arrivés pour arrêter Julie Zag, ils se trouvaient chez le coiffeur. Et par un heureux concours de circonstances, donc, il n'a pas été arrêté, mais on a dit à l'hôtel qu'il devait tout de suite se présenter. Mais heureusement, il avait donc déjà le manuscrit dans une valise, ils n'ont pas perquisitionné. Il est venu, il a pu prendre ça et des amis l'ont dit, mais non, il faut maintenant que
que tu t'échappes et tu as un devoir et on verra par la suite comment faire. Il ne faut pas aller parce qu'à ce moment-là, ce sera fini. Et donc, son épouse de Drancy, donc effectivement, rappelons le travail exceptionnel euh, Klarsfeld, de Serge Klarsfeld et aussi de Tania Klarsfeld au départ qui a tapé les listes de tous les juifs déportés. Et bien, à propos de, effectivement de ce départ euh, près de Paris, eh bien, de Drancy, effectivement, son épouse, Laure, lui a dit, tu as une mission à accomplir et tu dois faire cette mission, c'est-à-dire le devoir d'écrire, le devoir de faire ce qu'il devait faire et qu'il a fait effectivement. Finis ton œuvre que le monde attend. Oui, nous Oui, avons l'honneur d'avoir parmi nous Madame Tania Klarsfeld, qui est la sœur de Serge Klarsfeld et que Carole connaît bien. Vous oui, avez encore, je connais toute la famille, bien sûr. oui, bien sûr, vous connaissez toute la famille et l'œuvre remarquable, évidemment, faite par cette famille. Si vous Oui. n'avez plus de... Il y a aussi d'autres raisons, aussi peut-être l'origine. Klarsfeld, il est né à Bucarest. Pas Oui, beaucoup il de est un Roumain, personnes mais oui, le bien sachent, sûr, le savent. Et il il m'a est de raconté dans Iași. quelles circonstances à Nice, son père s'est sacrifié et en cachant sa famille Oui, dans un placard, etc. Ce sont des choses connues et donc oui. effectivement, c'est cette belle histoire de Serge et Beat Klarsfeld qui se sont investis, notamment, ils ont repris, si vous voulez, le flambeau pour essayer de réconcilier, bien sûr, la France et l'Allemagne, les Juifs et les chrétiens. Écoutez, si nous n'avons plus de questions, de remarques, on va remercier Carole de s'être tellement engagée dans la défense de la mémoire de Jules Isaac, qui, je dois le dire, a été menacée à un certain moment, puisque le bruit courait à l'amitié judéo-chrétienne que l'association aurait été créée par Edmond Flegg d'abord et par Jules Isaac ensuite. Bon, nous étions quelques-uns à nous être insurgés. Bien sûr que c'est lui qui a eu un rôle fondateur, il n'empêche que seul, il n'aurait rien pu faire. Merci encore, Carole, de cet engagement pour la mémoire de Jules Isaac, pour tout ce que vous nous avez appris ce soir, ces années de formation, mais après tout, les années de jeunesse, elles sont tout de même des années décisives pour nous tous, et elles l'ont été également pour Jules Isaac. Merci, Carole. Bonsoir à tous, et nous vous donnons rendez-vous le mardi 1er février pour une conférence qui sera à la fois en présentiel et en visio, et cela grâce à François Van Dess, qui est notre webmaster et qui fait des miracles, et qui portera le titre de Pie XII, Pie XII, une pomme de discorde entre juifs et catholiques, point d'interrogation. C'est-à-dire que C'est les moi silences... qui souhaite vous remercier, vous, Maude, Oui, remercier aussi tous ceux qui ont pu assister à la conférence et oui, remercier particulièrement notre ami François oui, Fandet qui, grâce à lui, on a pu avoir cette conférence oui. entre guillemets distancielle, puisque avec le Covid, on a inventé deux mots nouveaux, entre guillemets, présentiel et distanciel. Et Ouais. j'espère pouvoir j'aurais voulu venir à Paris pour écouter le président Laurent, Jean-Dominique Durand, mais j'espère au moins pouvoir assister à sa l'écouter en conférence en Zoom, distanciel. mais Voilà. exactement, Le en sujet distanciel. m'intéresse étant donné il y a un aspect méconnu concernant ce pape en partie décrié, donc, et les Juifs de Roumanie. Mais ce soir, je ne dis pas plus. Encore une D'accord. fois, je vous remercie. Ah, d'accord. Au revoir, Carole. Au revoir à tous et à bientôt. À bientôt. Bientôt. Merci, merci beaucoup. Au revoir, merci.